Bonjour tout le monde. Il y a plusieurs personnes connectées. On va peut-être attendre une petite minute ou deux, parce qu'il y a un bon nombre d'inscrits, donc ça serait bien que tout le monde soit là. Ça se connecte. Bon, on a vu que le sujet avait intéressé. On va tâcher d'être à la hauteur de l'attente. Ça me met la pression, ça. Ah ouais. Et la petite respiration. C'est ça. Je vais commencer par faire. Moi, je ne veux pas déflorer le sujet, donc j'en parlerai après. Bonjour Laure. Une petite minute que tout le monde se connecte. On nous entend bien? Bon, a priori, on nous entend bien. Parfait. Au cas où je le dis, il faut être plutôt sur Google Chrome. Allez, on commence. Donc, bienvenue à ce webinaire sur les techniques d'optimisation du potentiel. Je vais faire une présentation au préalable de la MGP globalement, même si vous connaissez votre mutuelle. C'est juste vous rappeler quand même que nous avons plus de 60 ans d'existence avec des fondations pérennes. Et nous sommes une mutuelle à mission, donc avec vraiment une raison d'être. Et les personnels que nous couvrons, ce sont bien évidemment ceux du ministère de l'Intérieur, également la justice et les douaniers, les policiers municipaux et les salariés de sécurité privée. Plus spécifiquement, notre engagement dans la prévention santé sur le terrain, en 2023, nous avons pu faire 136 actions de prévention avec un taux de satisfaction de 90%, donc de super retours sur notre présence. Vous avez un service dédié à la prévention santé, également des référents sur le terrain, donc vos élus présents pour vous tout au long de l'année. Également une information santé accessible 24 heures sur 24 sur mgp.fr avec le logo Agir pour ma santé avec la MGP, puisque vraiment vous avez des conseils santé et plusieurs outils, dont un où je voulais faire un focus dessus, puisque nous avons une sophrologue maison qui vous propose des séances courtes et dynamiques pour vous remettre sur des thématiques telles que le sommeil, la gestion du stress. Donc, je vous encourage vraiment à aller. Donc, sur notre site internet, vous allez sur la rubrique Actualité, Conseils santé. Et là, vous avez tout le déroulé de tous les articles que l'on propose. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Nicolas, qui va donc vous présenter les techniques d'optimisation du potentiel. À tout à l'heure. Et vous pourrez poser les questions via le chat. On regroupera et à la fin du webinaire, on pourra répondre à vos questions. Et au long de la présentation, Nicolas vous demandera d'intervenir éventuellement et on vous donnera la parole à ce moment-là. À vous, Nicolas. Merci beaucoup. Donc, sans plus attendre, je vais partager avec vous ce sujet ô combien passionnant, qui est le sujet des techniques d'optimisation du potentiel. Et je suis évidemment très heureux de pouvoir faire cette présentation et je vous remercie de m'en donner l'opportunité. Donc, une brève peut-être présentation. Ma présentation va se diviser en deux parties. La première partie, eh bien, je vais plutôt vous expliquer un petit peu d'où viennent ces techniques, dans quel cadre elles ont vu le jour, et aussi qui nous sommes, Optimiser mon potentiel, OMP. Et ça va être assez important justement de comprendre cette première partie. Puis, dans la deuxième partie, on verra plus la philosophie et le fonctionnement de manière concrète des techniques. Alors, je m'appelle Nicolas Deneriaz, j'ai 51 ans. Je suis le co-dirigeant de la société OMP, Optimiser mon potentiel. J'ai par le passé travaillé aussi pour l'Institut de neurocognitivisme, qui fait de la recherche, du conseil dans les sciences cognitives et les neurosciences. Et j'ai rejoint la cellule nationale des techniques d'optimisation du potentiel en tant que militaire de réserve à partir de 2016. J'ai donc travaillé au sein de cette cellule pendant plusieurs années
Et à l'issue de mon départ de l'institution avec André Pisani, qui donc lui-même militaire de carrière, 21 ans d'armée, qui a donc dirigé cette cellule des techniques d'optimisation du potentiel donc au sein du CNSD. Donc nous avons créé notre organisme de formation en 2019. Voilà. Donc, premier point, et c'est important de comprendre que l'origine des techniques d'optimisation du potentiel, peut-être que vous le savez, et je pense que certains d'entre vous le sachent, étant donné que maintenant, il y a même une école qui a vu le jour au sein de l'institution policière. Donc, l'origine, c'est une origine militaire au sein du Centre national du CNSD à Fontainebleau. Il y a un bataillon qui s'appelle le bataillon d'Antibes. Et au sein de ce bataillon, eh bien, il y a une cellule, la cellule de technique d'optimisation du potentiel. Donc, Édith Perrault-Pierre, médecin militaire, qui a créé dans les années 80, qui a conceptualisé donc ces techniques, avait donc à sa disposition cette population, évidemment, de militaires. Et les consignes et l'objectif qu'on lui a donné, c'était au départ d'apporter des solutions sur la gestion du stress. Il se trouve qu'au fur et à mesure du développement de ces techniques, eh bien, on s'aperçoit que le stress est un point central, mais va devenir beaucoup plus large et on va traiter un ensemble d'autres thématiques. Mais sur le couloir d'en face, eh bien, il y a donc un autre bataillon qui est le bataillon de Joinville, qui s'occupe en fait des athlètes de haut niveau. Et donc, Édith Perrault-Pierre, à cette époque, a eu donc ces deux populations pour pouvoir créer et développer ces techniques. Alors, c'est important d'aborder le sujet du constat. Qui est notre public et quels sont les besoins de notre public. Lorsque nous étions au sein de l'institution, la question ne se posait pas. Nous avions donc des personnels militaires que nous avions à former. Mais aujourd'hui que nous sommes dans le secteur privé, eh bien, nous avons pu clairement définir qui est notre public, qui sont nos publics, nos clients, et quels sont leurs besoins. Et ils sont de deux ordres. On a une première population qui est soumise à ce qu'on va qualifier un type de stress aigu. C'est une population qui est en recherche de performance, qui n'a pas le choix du résultat, qui doit atteindre le résultat. Donc typiquement, ça va concerner plutôt les services d'urgence, les services d'intervention. Donc par exemple, ça va concerner la police, ça va concerner peut-être les pompiers, pour donner deux exemples. Donc, je le répète, le type de situation va soumettre cette population à un stress qui est très haut, qui des fois ne dure pas très longtemps, en tout cas, il faut le souhaiter, mais qu'on va qualifier de aigu. Et puis, il y a un deuxième type de population, de public auquel nous sommes confrontés. Ce sont des personnes qui, cette fois-ci, sont dans une situation de souffrance parce qu'ils sont soumis à un stress qu'on va qualifier de chronique, un stress qui va être peut-être un petit peu moins intense, mais par contre qui va quand même les obliger à surfonctionner, mais en plus dans la durée. Donc cette population-là, cette fois-ci, elle va simplement être en recherche d'un mieux-être. Donc, quelle est l'ambition des techniques d'optimisation du potentiel ? L'ambition, oui, c'est cette belle phrase, c'est d'être la meilleure version de soi-même. Mais qu'est-ce qu'on entend par là ? Nous ne sommes pas capables de produire une même production, une même performance, si nous sommes dans un contexte émotionnel contraint. Je vais prendre un exemple. Si par exemple je suis un athlète de haut niveau et que lorsque je suis à l'entraînement, eh bien, je réalise un niveau de performance, il y a quand même certaines chances que lorsque je sois dans le cadre de la compétition des Jeux Olympiques, par exemple, eh bien, il y a une dégradation du niveau de la performance. Donc, je suis dans un cadre non contraint à l'entraînement, j'atteins un niveau de performance. Je suis dans un cadre contraint, dégradation de la performance, il y a un écart entre les deux niveaux. Alors, vous allez me dire, il y a certaines personnes qui sont transcendées par la compétition. Oui, d'accord, mais ce n'est pas la majorité du genre. Donc, ce qu'on va essayer de faire, l'ambition donc d'être la meilleure version de soi-même, c'est d'être capable de réduire cet écart
qu'il y a entre la situation non contrainte et la situation contrainte. Et évidemment, de monter vers le plus haut niveau qu'on est capable de produire. Donc, comment fait-on pour essayer d'améliorer, de développer le potentiel que nous avons en nous? Alors, rien de très sorcier en fait. Depuis des dizaines d'années, il y a une foultitude d'études qui ont déjà été finalement réalisées sur le stress, sur la mémoire, sur le sommeil, sur la motivation, sur la respiration. J'ai envie de dire, déjà avec tout ce qui existe déjà, on a une meilleure compréhension, une meilleure connaissance de notre fonctionnement psychophysiologique. Et il s'agit simplement d'apprendre et de comprendre comment nous fonctionnons. Parce que lorsque nous arrivons au monde, il n'y a pas de manuel de fonctionnement. C'est un peu, on pourrait imaginer qu'au lieu de torturer, j'ai envie de dire, des grenouilles en sens naturel, on nous invite à essayer de comprendre comment fonctionne notre mémoire, ou éventuellement comment je peux être plus performant dans un cadre sportif ou intellectuel. Mais apparemment, ce n'est pas une priorité de nous apprendre ces éléments-là, alors qu'ils existent. Et bien donc, c'est ça que nous allons faire dans le cadre des techniques d'optimisation du potentiel, c'est donc de prendre connaissance de ces études. Nous sommes, nous, des pédagogues, et nous enseignons comment fonctionne la mémoire, comment on améliore son apprentissage, comment on découvre quel est son chronotype, c'est-à-dire à quelle heure idéale il faut que je me couche et donc quelle amplitude horaire je dois dormir, donc ce qui me donne l'heure de lever. Et comprendre que si je ne peux pas suivre mon chronotype idéal, eh bien, il y a peut-être une parade ou des techniques pour essayer de récupérer. Donc, quelques exemples succincts qui illustrent un petit peu le cadre d'intervention, le cadre d'utilisation de ces techniques d'optimisation du potentiel. Et ici, ce sont des... Bon, je ne vais pas dire que c'est des photos de vacances, évidemment, mais en gros, c'est des photos dans le cadre de l'institution militaire, donc lorsque nous étions dans l'institution précédemment. Donc là, l'animation ne me permet pas de les passer les unes derrière les autres, donc je vais rapidement vous donner quelques exemples. Vous avez le RAID. Le RAID, il y avait une convention avec l'armée où nous avions des négociateurs qui venaient participer aux formations au sein de l'institution, au sein de l'armée. Vous avez, on ne le voit pas derrière, mais nous avons aussi travaillé avec certaines fédérations sportives, comme des fédérations de ski pour Sochi, pour l'équipe féminine de ski, aussi pour l'équipe d'escrime à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio, où nous avons accompagné donc aussi l'équipe de France. Nous pouvons aussi, par exemple, intervenir cette fois-ci dans le cadre des retours de mission des personnels militaires, dans le cadre de ce qu'on appelle des SAS, pour leur permettre un petit peu d'évacuer les tensions accumulées au cours de leur mission. Et puis aussi, on voit encore une photo à droite, évidemment le GIGN qui évidemment faisait partie de nos formations depuis le départ. Puis une dernière photo, on voit des membres de l'IRBA, de l'Institut de recherche biomédicale, avec qui nous avons collaboré, en particulier sur une étude qui avait pour but de montrer l'efficacité d'un certain type de relaxation guidée qu'on pourrait appeler, alors ça s'appelle temps de pause optimisé, mais c'est donc une sieste tactique, et nous avons étudié finalement le bénéfice en termes de récupération et de vigilance. Voilà, donc ça c'était un petit peu la première partie pour vous donner un petit peu le contexte, le cadre de la création et l'utilisation de ces techniques d'optimisation du potentiel. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Et donc pour ce faire, je vais ça et là vous solliciter et vous poser quelques questions. Je vous invite à répondre le plus naturellement possible. Alors, je ne sais pas s'il y a un protocole là où il faut lever la main. En tout cas, je fais confiance au modérateur pour vous accompagner, pour pouvoir répondre.
Donc, on va étudier, on va essayer de parcourir 5 outils clés à maîtriser qui favorisent mon adaptation à mon environnement, quel qu'il soit. Donc, premier outil, et pour illustrer le premier outil, je vous invite à répondre à cette question. Comment avez-vous décidé de la manière dont vous vous êtes habillé ce matin? C'est une action au demeurant extrêmement simple que nous faisons depuis que nous avons peut-être 5-6 ans, à mon avis. Donc, est-ce que je peux avoir peut-être une réponse? Alors, accepter, tac. Bon, ça c'est fait, c'est bon. Je vous écoute. Grâce à la météo. Bonjour, grâce à la météo. Bonjour Olivier. Grâce à la météo. Donc, la météo est un critère qui a fait que vous avez décidé de vous habiller comme ci ou comme ça. Oui, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres réponses? Il y a peut-être un autre facteur que la météo? Nicolas, en commentaire, on a l'humeur, le moral selon mon activité. Ah, ok. D'accord. Donc, l'humeur, ok. L'activité, d'accord. Bon. Eh bien, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Effectivement, moi, je pars du principe, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui, c'est un processus intellectuel qui est totalement inconscient, quasiment. C'est, allez, quel temps fait-il? Qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Ou l'inverse, hein, qu'est-ce que j'ai prévu de faire et quel temps fait-il? Et puis ensuite, en fonction de ça, et de mon humeur, hein, je suis tout à fait d'accord, eh bien, je vais décider de choisir tel ou tel vêtement. En tout cas, ça va être une tenue appropriée à ce que, a priori, j'ai constaté. Si je vais être dans un environnement climatisé toute la journée, bon, voilà, je ne vais pas m'habiller très chaudement. Par contre, si je vais être en extérieur, s'il fait froid, s'il fait chaud, si je vais être sur un terrain spécifique ou confronté à un contexte particulier, eh bien là, ça va influencer mon choix. Très bien. Donc, quel est, en fait, ce processus intellectuel? Essayons de prendre un petit peu de recul sur finalement ce comportement, cette routine journalière que nous avons. Est-ce que je peux avoir peut-être une ou deux propositions? Oui, Nathalie? Allô? Oui. Oui, je pense qu'en fait, c'est une recherche par rapport à une adaptation à l'environnement. Tout simplement. Tout simplement. En fait, c'est un processus intellectuel aujourd'hui que l'on fait parce qu'on va s'adapter, on va anticiper la situation à laquelle nous allons être confrontés, et puis on va choisir ce qu'on appelle, on va dire dans un terme militaire, on va dire une contre-mesure, c'est-à-dire quelle est la tenue, quel est le vêtement adapté. Pourquoi? À minima, pour que je sois dans une situation de confort autant que possible, et éventuellement aussi que je sois dans une situation de performance. Il est clair que si j'ai la chance d'avoir la possibilité entre midi et 2 d'aller faire un tennis, je ne vais pas garder mes mocassins pour aller faire un tennis. Non, un, ce ne serait pas confort, et deux, a priori, ce ne serait pas efficace du tout. Donc ça semble évident que finalement, je vais anticiper, me projeter finalement dans une situation et je vais définir quelle va être la tenue la plus adaptée. Donc, il y a une première notion d'anticipation, mais elle est importante. Pourquoi cette notion d'anticipation? Elle est importante à plusieurs niveaux. Oui, peut-être un commentaire, non? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai pas tellement de particularités, hein, que ce soit de regarder la météo ou quoi, ou même mon humeur. En fait, je choisis mes habits déjà la veille pour le lendemain, et puis par rapport à ce que j'aime bien, quoi, que je mets d'habitude, tout simplement. Ok, tout à fait. Alors, il
Il y a d'autres raisons, mais les critères, j'ai envie de dire, le critère principal, c'est voilà, qu'est-ce que je vais être amené à faire et quel va être finalement, parce que il y a des vêtements, et surtout dans le milieu de la sécurité, il y a des vêtements qui sont techniques, voire tactiques. Et donc, en fonction de la mission à laquelle je peux être amené à intervenir, eh bien, je vais devoir choisir la contre-mesure adaptée. Donc, ce qui est important de comprendre ici, c'est que nous avons une démarche automatique qui est une démarche d'anticipation déjà, pour savoir ce dont nous avons besoin. Et cette démarche d'anticipation, elle est importante parce que notre cerveau a besoin qu'on lui explique et qu'on lui laisse le temps d'anticiper, de se projeter dans un contexte. Notre cerveau déteste les surprises. Si notre cerveau est surpris, que ce soit bénéfique ou négatif, eh bien, à l'extrême, qu'est-ce qui va se passer? Il va se figer. Il va ou fuir, il va lutter, ou il va se figer, dans le cas extrême. Donc, c'est important, et normalement, on peut le faire de manière automatique, plutôt inconsciente, mais c'est important qu'il y ait cette dimension d'anticipation et de projection et de contextualisation de ce à quoi je vais être confronté. Ça, c'est un élément, c'est le premier élément. Et ensuite, il y a effectivement la contre-mesure adaptée. Donc là, la métaphore, c'est un vêtement. Mais si je prends le contexte des techniques d'optimisation du potentiel, je vais être confronté à une situation donnée. Peut-être que j'ai besoin d'avoir une technique, un outil pour avoir le meilleur comportement face à cette situation-là, le meilleur état d'esprit, aussi bien à chaque fois pour mon confort que pour la performance que je dois délivrer. Donc, à présent, j'ai décrit de manière assez succincte la manière dont une journée classique peut se dérouler, à mon avis, pour la majorité d'entre vous. Donc, on peut imaginer que le matin, on va être amené à essayer d'extraire ses enfants du lit. Ensuite, eh bien, on va les emmener à l'école. Ensuite, nous, on va se rendre à notre travail par les transports en commun, en vélo, en voiture. Ensuite, on va éventuellement interagir avec nos collègues, avec nos supérieurs. Alors là, dans votre cas, ce n'est pas des clients, hein, ça va plutôt être avec un public spécifique. Vous allez peut-être avoir dans la journée un point qui peut-être est un petit peu plus challenging que les autres, c'est-à-dire qu'il y a une intervention particulière, mais dans, j'imagine, l'auditoire que j'ai en face de moi, vous êtes aussi amené peut-être à faire une présentation, une prise de parole en public, donc il va nous demander un petit peu de ressources. On va être dans cette fameuse situation de contrainte émotionnelle, ou physique d'ailleurs. Et puis une fois que la journée s'est déroulée, eh bien, on va rentrer du travail, reprendre les transports en commun, reprendre sa voiture, prendre soin de sa voiture et éventuellement prendre soin de nous. Donc, je fais le pari que cette journée classique doit ressembler en grande partie à la majorité de l'auditoire que j'ai devant moi. Et comme je l'indique ici, je considère que toutes ces étapes représentent des univers spécifiques et différents. Il est bien clair que lorsque je suis avec mes enfants, je ne suis pas dans le même univers que quand je suis avec mes collègues. D'accord ? Quand je suis avec mes collègues, ce n'est pas le même univers que lorsque je vais être confronté à un public. Ce sont des univers différents et pour des raisons qu'on peut expliquer, la plupart d'entre nous, on va traverser ces univers, on va les enchaîner dans une journée sans véritablement, finalement, s'arrêter entre ces univers. Peut-être que pour des raisons d'ailleurs de pression, de temps, on n'a pas le temps. Là, ici, j'ai illustré en fait des espaces entre ces univers, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'espace. C'est qu'on enchaîne les choses, poussés par le temps, poussés par les objectifs, et donc on va passer d'un univers à l'autre. Et c'est là que éventuellement il y a un problème qui peut se poser, c'est qu'il n'y a pas le temps d'anticiper, il n'y a pas des fois le temps de se préparer à passer d'un univers à l'autre. Et ce serait probablement très bénéfique
d'avoir cet espace et de sécuriser, de sanctuariser ces espaces pour nous permettre de… Eh bien, je ne vais pas vous donner les réponses, je vais plutôt vous poser la question. Et là, je vais prendre plutôt l'univers des sapeurs-pompiers. Et je vous pose la question suivante pour incarner mon propos. Quelle est la première action que fait une équipe de pompiers une fois qu'il est parti en intervention, lorsqu'il revient à la caserne? Quelle est la première chose qui est à faire en retour d'intervention? Est-ce que vous avez une idée? Oui, Olivier. Je vous écoute. Débriefing. Avant le débriefing, de mon point de vue. Se demander à chacun comment ils ont ressenti l'intervention. Avant ça. Encore avant. Ah, je sèche. Merci en tout cas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Oui, je vous écoute. Je pense sur l'intervention, enfin sur le cours de l'intervention, avant d'y aller, déjà parler avec entre collègues, déjà pour savoir de choisir le rôle de chacun et de voir comment ça va se dérouler à l'issue, quoi. Alors, très bien, on va y revenir. Mais là, la question que je vous pose, c'est une fois l'intervention réalisée, une fois que je reviens en caserne, qu'est-ce que l'équipe est amenée à faire en priorité? À voir s'il n'y a pas eu éventuellement un blessé dans l'équipage ou si quelqu'un a eu un choc émotionnel un peu plus que les autres. Alors, effectivement, s'il y a un blessé dans l'équipage, ça va être une priorité. Mais avant ça, je vais vous donner la réponse. Avant C'est pas ça, souffler. c'est… Pardon? Ça ne serait pas tout simplement souffler? Non. Alors, je pense qu'évidemment, il y a des situations qui vont exiger que si vraiment il y a une demande extrême, eh bien, on ne peut même pas réaliser le reconditionnement du matériel. Mais c'est ça, normalement, la première étape. La première étape, c'est on est en intervention, on a utilisé du matériel, on est peut-être amené à réintervenir dans quelques minutes. La première chose à faire, c'est reconditionner le matériel. Ça semble assez logique. Si j'ai plus de CHU, si j'ai utilisé l'oxygène, si ce n'est nettoyer simplement le matériel. Donc la première chose à faire, c'est reconditionner le matériel. Parce que c'est une fois que le matériel est reconditionné que je peux repartir en intervention. Et la deuxième phase, ça va être ensuite, paf, nouvelle intervention. J'ai le détail de ce sur quoi je suis amené à intervenir, et je pense que ça doit vraiment ressembler au personnel de la sécurité qui interviennent sur une intervention. En général, vous avez peut-être le maximum d'infos possible, quand c'est possible. Hein. Mais là, sur les pompiers, on est parti, on est dans l'ambulance, on est dans le camion, et là, je me conditionne ce à quoi je vais être confronté. Je me conditionne pourquoi? Je vais me préparer déjà au sens propre. Je vais pas partir de la même manière, éventuellement, si c'est un feu ou si c'est un accident de la route ou un secours à la personne. Mais aussi, je vais me préparer, comme je vous ai expliqué avant, je vais me projeter dans le contexte pour préparer mon cerveau à ce à quoi il va être confronté. Et à réappeler aussi, essayer de ressolliciter mes automatismes, activer mes connaissances, mon savoir, le drill que j'ai pu mettre en place pour agir de la manière la plus efficace. Mais je ne peux pas, de manière efficace, performante, passer à l'étape de conditionnement si au départ, moi, je ne suis pas reconditionné, si moi, je ne me suis pas occupé de moi cette fois-ci. C'est-à-dire dans quel état je reviens de cette intervention, émotionnellement, physiquement. Est-ce qu'il faut déjà que je revienne à un état, on va dire, homéostasique, ou un état d'équilibre, ou un état de confort ou de sérénité, simplement de lucidité, avant de me projeter vers ce à quoi je vais être confronté. Donc c'est ça que je voudrais partager avec vous comme premier outil, qui est un des outils les plus importants, c'est cette notion d'espace qu'il est nécessaire
d'essayer de sanctuariser de manière évidemment idéale ici, parce que je vais mettre du top à chaque changement d'événement, mais lorsque éventuellement, je vous donne encore un autre exemple, je vais revenir chez moi à 18h, j'ai un petit garçon qui s'appelle Valentin qui a 7 ans. À 7 ans, il va encore vouloir monter sur mes épaules. Alors c'est adorable, hein, c'est plein d'amour, mais il se trouve qu'à 18h, moi je suis fatigué, j'ai eu toute ma journée. Et si je ne prends pas peut-être un petit peu le temps avant de rentrer chez moi, au lieu de courir comme d'habitude, eh ben de faire un détour, aller me faire une petite balade dans le quartier ou en forêt ou décompresser ou éventuellement peut-être faire une sieste dans ma voiture. En tout cas, m'offrir et me procurer quelque chose qui va me permettre d'évacuer un petit peu les tensions. Et bien, si je ne fais pas ça, eh bien, je ne vais pas savoir l'accueillir. Je vais probablement être désagréable, j'ai envie de dire au mieux désagréable. L'envoyer balader, lui dire écoute, laisse-moi tranquille, je suis fatigué. Mais oui, c'est normal, parce que je ne suis pas prêt. J'ai besoin, moi, de me reconditionner un minimum. Et le problème que nous avons, c'est que nous sommes tous très bien éduqués. Nos parents nous ont très bien éduqués avec des valeurs, et ces valeurs, en général, elles font consensus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je dois être aimable, je dois être serviable, je dois faire mon travail. Et donc, résultat, comme je dois faire mon travail, eh bien, je passe après. Ça veut dire si mon collègue, il attend un dossier, il attend quelque chose, comment c'est concevable qu'en sachant ça, pas facile à dire, eh bien, je m'octroie une pause, simplement une pause, une sieste. S'il me voit, mais on va penser quoi de moi? C'est pas concevable. C'est pas concevable, mais ce serait peut-être performant. Je pense que la qualité de ma production serait bien meilleure et j'irais pas vers l'épuisement professionnel si j'étais capable de m'octroyer de manière régulière. On respire toute la journée. On ne se met pas à respirer que le soir. On dort tous les jours. Alors, bien ou pas bien, mais normalement, idéalement, on dort tous les jours. On ne va pas dormir une fois par mois. Eh bien, cette dimension d'espace, de récupération, de reconditionnement, il est nécessaire plusieurs fois dans la journée. Donc, premier outil, mettre en place des sas de reconditionnement, que ce soit du top ou pas du top. Faire une balade, ce n'est pas du top. Mais ça fait partie de ce qui peut contribuer à ce que émotionnellement, eh bien, je puisse évacuer des tensions pour pouvoir ensuite être plus efficace pour la suite. Donc, mettre en place des sas de reconditionnement et de conditionnement et d'anticipation. Donc, ça, c'était le premier outil. Donc, je résume. Pour se conditionner avec le bon état interne, il faut anticiper, donc à quoi je vais faire face. Ensuite, avoir une certaine lucidité et conscience sur mon état interne, c'est comment je suis. Et une fois que j'ai ces deux éléments-là, eh bien, je vais pouvoir choisir ce qu'on appelle la contre-mesure. Donc, nous, on parle contre-mesure, on parle d'une technique top. Je vous ai parlé de l'anticipation, je vous ai parlé de la contre-mesure, mais je ne vous ai pas parlé dans détail de ce que j'entends par lucidité et conscience. Et pourquoi c'est important d'être lucide et conscient. Sans lucidité, il n'y a pas de performance. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas en capacité de bien comprendre le type de stress sur lequel je suis soumis, parce qu'il y a différents types de stress, eh bien, je ne vais pas employer la bonne technique. Donc, comment qualifiez-vous le comportement de quelqu'un qui va être stressé? Vous avez quelqu'un en face de vous qui est stressé. Qu'est-ce qui vous fait dire que cette personne est stressée? Je vous écoute. Oui, Andy. Allô, allô? Allô? Oui. Alors, ça peut être par des gestes ou par la parole, un débit de parole rapide ou accentué, de la nervosité. Ok. Et au niveau des gestes, ça va donner quoi? Ça peut être toujours avoir quelque chose dans les mains, un membre qui tremble, une main ou une jambe. Tout à fait. Ok. J'entends bien. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Non, moi, je pense que tout a été dit. Hein. Ok.
Donc, ça veut dire que si je suis en face de vous comme ça, et j'ai ce comportement, oh non, non, j'ai pas envie de faire cette présentation, ce webinaire, je me sens pas compétent pour le faire, j'en peux plus, franchement, je me sens pas motivé d'animer ça. Est-ce que là, je suis stressé? Andy? Moi, je pense qu'il y aurait une certaine forme de stress, mais il y aurait également, je pense, une fatigue qui est avec ça, là. Ah, ok. Mais il y a une certaine forme de stress de votre point de vue? Pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de stress, c'est plus un manque de motivation ou de volonté, mais pas de stress. Ok, merci de votre contribution. Eh bien, c'est ça qu'on va regarder à présent. Et on va pouvoir le regarder à travers cette petite toise ou ce petit graphique qui illustre quoi? En fait, le stress est partout. C'est-à-dire que là, je suis devant vous, je suis quand même obligé de stresser certains muscles pour pouvoir vous parler. Mon diaphragme, ma langue, simplement même le fait de me tenir dans cette posture assise nécessite que je stresse certains muscles. Mais on va qualifier le type de stress dans lequel je suis à l'heure actuelle de stress adapté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est confortable, c'est relativement confortable. Dans cette partie centrale, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, dans cette partie centrale du stress adapté, il y a aussi une sous-catégorie qu'on appelle la ZAO, la zone d'activation optimale. Cette zone-là, elle est très connue chez les sportifs. On parle souvent de flow ou d'hypereuil. C'est un comportement ou un état d'esprit dans lequel un individu va rentrer dans un état de conscience très élevé, c'est-à-dire un état de concentration, une sensation de maîtrise. C'est un état, évidemment, qu'on va rechercher lorsqu'on est en recherche d'une performance très élevée. Indépendamment de cette partie centrale, toujours dans l'ordonnée, au niveau du niveau, on appelle ça un niveau d'activation, eh bien, on a l'hyperstress. Et cet hyperstress, c'est le stress tel qu'on le connaît en général. C'est-à-dire une personne qui est excitée, qui est en colère, qui est tendue, qui a un débit de parole très vif, qui va suer. Voilà, ça, c'est caractéristique de ce qu'on appelle l'hyperstress. Mais ce qu'on devine moins, c'est que lorsque quelqu'un est complètement abattu, n'a pas envie de faire quelque chose, n'est pas motivé, eh bien, évidemment qu'il peut y avoir de la fatigue. Mais dans un très grand nombre de cas, on est devant quelqu'un qui est dans de l'hypostress. Je vais encore illustrer ça de manière rapide. Toujours mon petit Valentin qui a 7 ans, à 17h55, il est sur le trampoline. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas de problème en termes de dynamisation. Il fait des bonds, il n'y a aucun problème. À 18h, dès que j'ai dit on va à la douche, oh non, oh non, non, je suis crevé, j'en peux plus. Hypostress. Ça veut dire que là, on n'est pas dans une problématique de fatigue, c'est simplement un problème de motivation, d'envie. Donc là, c'est caractéristique sur un enfant. Hein. Mais lorsque l'on parle d'une personne qui, à un moment donné, ne va pas avoir envie, par exemple, de réaliser un objectif, la question qu'on peut se poser, c'est elle n'a pas envie, pourquoi? Parce qu'elle ne se sent pas compétente, peut-être. Et ça va la mettre dans un état d'hypostress. Voilà, donc c'est important ici de comprendre dans quel type de stress je suis au cours d'une journée, parce que c'est cette lucidité sur le type de stress qui va faire que je vais choisir tel ou tel outil. La problématique, alors ce serait simple si c'était comme ça, hein, évidemment, mais la problématique, c'est que eh bien, chaque individu va avoir un profil différent. Si je prends l'exemple de la personne A, eh bien, la partie centrale dans laquelle où cette personne va être dans un état de confort, de lucidité, voire un état optimal, eh bien là, elle est positionnée en hauteur sur la toise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne
lorsqu'elle va être stressée, eh bien, plus vraisemblablement, elle va tomber dans un comportement d'hypostress. Elle va avoir du mal à faire les choses. Alors que la personne B, lorsqu'elle va tomber elle va être dans un type de stress, enfin qu'elle va être stressée, eh bien cette fois-ci, elle va plus vraisemblablement basculer dans un type de stress hyperstress. Et là, on voit encore que la largeur de cette toise est variable. Il y a des gens, comme la personne C, qui ont la grande chance, et peu importe pourquoi, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est leur éducation, qui ont une très grande résilience au stress. Dans votre institution, lorsque on va venir sélectionner un personnel d'élite, je pense par exemple au RAID, comment on va faire pour les sélectionner? Eh bien, on va les soumettre à un type de stress élevé, aigu, et long à la fois. Et ensuite, on passe la passoire et on va récolter en fait ceux qui naturellement ont déjà une capacité à gérer leur stress, et peu importe pourquoi. Eh bien, au niveau des techniques d'optimisation du potentiel, nous, on n'a pas l'ambition finalement de sélectionner les gens. Ben non, au contraire, on prend les gens tels qu'ils sont et on va leur fournir et les équiper comme un gilet tactique ensuite avec des outils qui vont leur permettre de revenir, quelle que soit la situation, dans cette zone où ils sont performants, où ils sont dans une situation de bien-être. Parce que je voudrais quand même insister sur quelque chose. Évidemment que c'est très vendeur de parler de performance. Mais avant la performance, on doit mettre une situation de bien-être. C'est dans ce sens-là que ça se passe. On ne peut pas être performant si au départ, on n'est pas dans un état de bien-être, on n'est pas dans un état homéostasique. Si on est en permanence en train de surfonctionner, ce n'est pas possible. Donc, toujours pour parler de cette lucidité, comment on va faire maintenant pour essayer de bien percevoir dans quel état d'esprit, état d'être nous sommes? Alors, c'est un exemple. On peut utiliser ce qu'on appelle le triangle PEC ou le triangle de Beck, qui illustre, qui dissocie, qui nous invite à observer, donc c'est un peu une dynamique introspective, à observer nos pensées, nos émotions et nos comportements. Et d'arriver à comprendre qu'est-ce qui conditionne quoi. De mettre le doigt sur, là j'ai une émotion qui est très forte, elle est liée en fait à cette pensée qui me traverse. Et le comportement que j'ai, il est lié probablement à cette émotion. Je vais essayer d'illustrer ça brièvement. Vous rencontrez quelqu'un, vous arrivez au bureau, la personne, vous lui dites « Hello, salut Paul, comment ça va ?» Et la personne vous snob. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous risquez très rapidement d'avoir des pensées de type ce qu'on appelle incohérentes. Vous allez partir dans des suppositions. « Oh, mais en fait, il me fait la gueule, je le vois bien depuis 3 semaines là. Je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas avec lui. » Donc ça, ce sont des pensées incohérentes qui sont basées sur des suppositions, sur des jugements. Et le problème, c'est que ces pensées incohérentes, elles risquent de conditionner un état émotionnel qui, là, pour le coup, va être désagréable. Ah oui, je ne me sens pas bien. Ce n'est pas tellement agréable d'avoir quelqu'un qui vous ignore. Et si je laisse les choses se poursuivre, cet état émotionnel désagréable risque de conditionner, si je n'ai pas ce recul et cette lucidité, risque de conditionner mon comportement avec cette personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, tu me fais la gueule, hein. Eh bien, tu peux t'accrocher pour que je revienne vers toi et que je te donne le dossier que tu attends depuis 3 semaines. Comportement complètement inadapté, parce que basé sur la supposition. Alors que peut-être que le fameux Paul, je lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a, Paul? Il y a un problème. Ah, m'en parle pas, ce matin, j'ai un problème avec la bagnole et puis les enfants, ça ne va pas à la maison. Ok, écoute, 30 secondes, viens, on va prendre un café ou un déca plutôt et on va parler un petit peu. Immédiatement, à partir du moment où j'ai creusé, j'ai clarifié la situation, il y a de grandes chances que ces pensées incohérentes soient beaucoup plus précises et que ça change mon état émotionnel et mon comportement. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est très caricatural, mais c'est simplement pour illustrer et pour vous inviter à dissocier et à comprendre éventuellement les pensées qui vous traversent. Je sais, il y en a beaucoup, il y en a 70 000 dans la journée.
et les émotions qui sont conditionnées par ces pensées. Et d'être bien, j'ai envie de dire, dans ce qu'on appelle en psychologie, en position méta, de se dire, mais attention, de ne pas être réactif, c'est-à-dire de ne pas être simplement dans une boucle. J'ai une pensée, ça déclenche une émotion, ça déclenche un comportement, mais au contraire de prendre de la distance entre l'émotion que je ressens, parce que si c'est une émotion, par définition, une émotion, ça ne dure pas. Donc simplement, elle peut passer. C'est un peu une manière d'illustrer le discours de nos grands-mères qui nous expliquaient tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant de parler. C'est-à-dire prends de la distance entre ce que tu ressens, l'émotion que ça génère, et ce que tu vas faire. Donc, encore la même petite toise qui illustre ici, en fait, avec quelques verbatims, ce qu'on considère être un hypostress. Je suis mou, j'ai les jambes coupées, je suis amorphe, déprimé, naze, j'ai envie de dormir. Lorsque par contre je suis dans un état de stress adapté, là je suis bien, je me sens dans le contrôle, je suis serein, je suis lucide, voire je suis à fond si je suis dans la zone de ZAO. Et puis lorsque je suis dans l'hyperstress, là je vais être angoissé, je vais être paniqué, je vais être stressé, je vais être agité. Et donc lorsque je suis en hyperstress, il me faut des outils pour redescendre, des outils de détente et de relaxation. Lorsque je suis en hypostress, il me faut des outils de dynamisation. Et lorsque je suis dans la zone, il faut que j'y reste avec des outils de régulation. Donc, la meilleure chose à faire, ou la chose la plus simple, pour commencer à essayer d'approfondir finalement ce recul sur moi-même, cette démarche un petit peu introspective, parce qu'il y a beaucoup de gens finalement qui ne sont pas en conscience de ce qui les traverse, et c'est la base, c'est de poser devant soi. Comment on fait pour poser devant soi ? On commence à prendre un carnet. On commence à prendre le carnet et on écrit son état d'âme, ses émotions. C'est la base. Parce que là, quand je mets mon carnet là, c'est plus dans ma tête. J'ai pris du recul face à la situation. Et le cerveau, évidemment, notre cerveau est très bien fait. Si je demande à une personne d'entre vous, je lui demande de calculer 3 fois 10, je pense que tout le monde va me répondre. Mais si je lui demande de calculer instantanément 421 multiplié par 828, là, il faut poser l'addition. Pourquoi ? Parce que c'est trop complexe. Notre cerveau peut gérer jusqu'à un certain niveau de complexité. Et lorsque ça devient trop complexe, il faut poser devant soi. Il faut écrire, il faut parler à haute voix, il faut exprimer les choses pour avoir du recul sur les choses. Et en fait, en faisant ça, on se permet de se comprendre, on s'explique notre fonctionnement. Mais c'est un travail de fond. Deuxième outil, météo interne et donc monitoring émotionnel. Donc troisième outil, alors on va parler de stratégie top. Pourquoi ? Parce qu'on ne met jamais en place un outil top si au départ, il n'y a pas un besoin. Donc si je n'ai pas fait ce fameux diagnostic, quel est mon état interne ? Et donc, on peut éventuellement, il y a toujours 3 temps, ou mettre en place cet outil avant l'action, ou pendant l'action, ou après l'action. Avant l'action, j'ai besoin de me sentir physiquement ou mentalement dynamisé. Pendant l'action, j'ai besoin de réguler mon état émotionnel. Je sens que je suis un petit peu dépassé par la situation. Comment faire pour retrouver ma lucidité face à l'événement ? Et après l'action, encore une fois, ou entre 2 univers, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, comment je peux récupérer physiquement ou mentalement. Et comme c'est inscrit ici, perform when it matters, relax when it doesn't, avec ce merveilleux accent, la performance, elle ne peut pas être ininterrompue dans la journée. C'est une illusion de croire qu'on peut être au taquet toute la journée. Et le problème, c'est que les injonctions, les objectifs vont s'imposer d'eux-mêmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois, moi, planifier, encore une fois, anticiper les moments de relaxation. C'est cela que je dois bloquer. Je dois sanctuariser des espaces pour me permettre
eh bien, de me détendre, de me relaxer. Et ça peut passer par simplement quelques secondes, des fois. Avoir quelques minutes, faire du sport, ou simplement, comme je vous l'ai expliqué, prendre le temps de faire le tour de son bureau. Et là, on n'est même pas encore dans des outils très élaborés top. Mais si je veux être performant, je dois positionner, sanctuariser des moments de relaxation. Troisième outil, optimiser les moments de détente. À présent, nous allons voir les deux derniers outils que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, que sont deux outils qui sont dans la même famille, c'est la famille de la respiration. Donc, je vous pose une nouvelle question. Quelle est la particularité du système respiratoire? Oui, Andy. Je vous écoute. Notre état de stress. C'est-à-dire? Par exemple, si on est stressé, ça va s'accélérer. C'est vrai. Et si on l'est moins, il sera plus stable ou voire normal. Et on peut jouer là-dessus aussi pour améliorer notre état. Alors, c'est intéressant. Est-ce que tu peux approfondir comment ça se fait que pourquoi on peut jouer, quand tu dis qu'on peut jouer avec, ça veut dire quoi par rapport, par exemple, je voudrais comparer le système respiratoire avec le système digestif ou le système cardiaque, par exemple. Ça peut être lié au système nerveux également. Ah, tout à fait. Est-ce que tu peux vous pouvez, je ne sais pas si je vous tutoie ou je vous vois, nous en dire plus sur le lien entre le système respiratoire et le système nerveux? Le fait d'être nerveux en système sympathique et tout ça, peut-être peut amener une situation de stress. Ah, merci beaucoup. Ouais, de rien. Tout à fait, tout à fait. La particularité du système respiratoire, c'est que, à la différence du système cardiaque et du système digestif, par exemple, il est semi-automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la main dessus. Je peux agir sur ce système respiratoire et le fait d'agir d'une certaine manière, eh bien, va permettre d'enclencher une branche du système nerveux autonome, la branche sympathique ou la branche parasympathique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'active la branche sympathique, eh bien là, en fait, j'envoie de l'énergie à la machine. Là, j'ai besoin d'avoir de l'énergie. J'enclenche la chaudière. Ça, c'est la branche sympathique. Elle sert à ça. Elle sert à m'apporter de l'énergie. Par contre, lorsque j'enclenche la branche parasympathique, au contraire, c'est pour calmer l'organisme. Et ce qui est formidable, c'est que pour enclencher cette branche ou l'autre, eh bien, je peux le faire grâce à ma respiration. C'est ma respiration qui va me permettre de déclencher l'une ou l'autre des deux branches. Alors, nouvelle question. Quelle est la pratique respiratoire qui est réalisée avec le mauvais produit? Vous n'avez pas d'idée? Je vais vous le faire. Je suis désolé, Nathalie, je pense que j'ai peut-être été trop vite. Vous étiez sur le point de donner la réponse. Donc, le mauvais produit, évidemment, c'est le tabagisme. Moi, j'aurais pensé peut-être à la respiration par le ventre. Ça peut aider se détendre, en fait. Tout à fait. Tout à fait. La respiration abdominale, c'est une bonne pratique. Là, ici, ce que je suis en train de vous illustrer, c'est que lorsque je tire sur une latte de cigarette, le produit est toxique. Par contre, le mécanisme que je vais réaliser, c'est-à-dire prendre une grande bouffée et ensuite de rejeter progressivement, d'expirer progressivement, en fait, cette mécanique-là, c'est ce qu'on appelle une respiration relaxante. C'est-à-dire, j'inspire sur un temps et je vais expirer sur un temps plus long. Et le fait dès la première respiration relaxante, j'enclenche le système parasympathique. Donc,
C'est souvent le cas dans les entreprises. Il n'y a que les fumeurs qui prennent des pauses. Alors, ils ont bien raison de prendre des pauses. Après, évidemment, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de fumer. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Hein. Vous ne méprenez pas sur mon discours. Par contre, le mécanisme qui est opéré est excessivement bon parce que ça va les amener à se relaxer. Et d'une manière inconsciente, c'est probablement pour ça que le tabagisme a pu finalement s'implanter. C'est parce que la mécanique, ce n'est pas le produit, c'est la mécanique qui produisait de la relaxation. Donc, à l'opposé, si en réalisant une grande inspiration et ensuite en expirant comme ça, vous pouvez le faire avec moi si vous voulez, eh bien, j'enclenche le système parasympathique qui va m'amener à me calmer, en fait. Eh bien, lorsque je vais vouloir me dynamiser, eh bien, je vais faire l'opposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais prendre une longue inspiration et je vais expirer d'un coup. Là, il ne faut pas le faire. Là, ce n'est pas adapté par rapport à ce que je suis en train de réaliser. Je n'ai pas besoin de me dynamiser ici. Eh bien là, je vais enclencher le système sympathique. Je vais m'apporter de l'énergie. Et lorsqu'on fait du sport, par exemple, eh bien automatiquement, on fait des respirations dynamisantes. Et c'est pour ça que le fait de faire des exercices va nous permettre d'enclencher ce système sympathique qui a un double intérêt. Eh bien, la dynamisation, elle est intéressante physiquement, mais aussi psychologiquement. Et pour ceux qui ont des petits problèmes, comme moi, je le dis franchement, en hiver, des fois un peu le blues hivernal, eh bien, aujourd'hui, le matin, eh bien, je me fais ma petite routine d'exercice physique, autant pour le bénéfice purement physique que pour le bénéfice psychologique. Parce que finalement, cet état de dynamisation, eh bien, il va perdurer dans la journée. Quatrième et cinquième outil, la respiration relaxante et la respiration dynamisante. Voilà, c'était les 5 outils que je voulais partager avec vous. Pour conclure, je vais revenir sur les critères d'élaboration des techniques. Donc, faciles et accessibles, elles sont toutes faciles et accessibles, elles sont personnalisables. Le but du jeu, ce n'est pas de les conserver telles qu'on les a appris, mais c'est au contraire de les adapter et de les opérationnaliser au contexte d'intervention. Elles sont brèves, quelques secondes à une trentaine de minutes maximum. Elles doivent être utilisables aussi bien pour une population, donc un collectif, ou pour un individu, et absolument applicables en tout lieu et toutes circonstances en totale autonomie. Je ne dois pas avoir besoin d'avoir une application ou d'avoir un coussin ou un coach. Ça, ce n'est pas possible. Donc, le champ de compétences, je vais passer sur les définitions des techniques en noir, mais vous le voyez, eh bien, ces techniques, elles peuvent intervenir dans la récupération, dans l'amélioration de la qualité du sommeil et de la vigilance, dans la manière dont je vais appréhender un événement et essayer de l'appréhender de manière positive, dans la dynamisation avant une action, ou alors dans l'apprentissage, dans le cadre de l'attention et de la mémorisation, et de l'augmentation de la confiance que je peux avoir en moi et de la motivation qui va avec, la cohésion des équipes et évidemment, j'ai envie de dire, la partie la plus importante, la gestion du stress, où moi je préfère plutôt parler de gestion de la lucidité parce que c'est ça l'objectif. Voilà, pour résumer, 3 lettres, technique, optimisation du potentiel, technique, optimisation potentielle, 3 procédés, la respiration, la relaxation et l'imagerie mentale, 3 temps, avant, pendant, après, 3 actions, la dynamisation, la régulation et la récupération, 3 étapes d'élaboration. On va commencer par apprendre les techniques, ensuite on va s'entraîner pour les automatiser et les maîtriser, les personnaliser, et on va appliquer en permanence. Il n'y a pas à attendre d'avoir atteint un niveau de compétence particulier. Et dernier aspect, être volontaire, avoir un objectif et ne pas avoir une pathologie. Ça, c'est pour les personnes qui deviennent formateurs. Nous sommes, et je tiens à le dire ici, nous sommes des pédagogues, pour ceux qui sont formateurs top, nous ne sommes pas des thérapeutes. Dans certains cas, nous devons travailler en collaboration avec les personnels de santé. Voilà, pour résumer, nous avons vu aujourd'hui 4 outils. Anticiper et créer des sas de décompression, de reconditionnement et de conditionnement. Évaluer son état interne, ça veut dire quoi? Faire sa météo avec le triangle PEC et ensuite monitorer voilà, son état émotionnel,
c'est excessivement important, surtout pour les personnes qui sont dans des situations difficiles d'épuisement professionnel. Il faut prendre du recul sur son état pour aussi, à un moment donné, savoir demander de l'aide. Optimiser les moments de détente, s'autoriser surtout, parce que c'est à nous, à un moment donné, de dire c'est pas possible. Il faut que aussi je pense à moi parce que je ne vais pas pouvoir délivrer de toute façon. Et en dernier, l'outil le plus simple qu'on a toujours sur nous, la respiration relaxante et la respiration dynamisante. Voilà, je vous remercie pour votre attention et pour votre participation. Merci Nicolas. On va s'accorder 2-3 minutes si jamais il y a des questions qui souhaitent être posées via le chat. On peut rapidement y répondre, même si tout du long, il y a eu quand même des réactions et chacun a pu prendre la parole comme souhaité. Non, je vois que… Comment peut-on devenir formateur top? Alors, pour devenir formateur top, il faut déjà au préalable suivre la formation initiale de 3 jours. Donc, ça veut dire qu'il y a un premier jour en présentiel, ensuite une intercession en général de 3 semaines qui va vous permettre déjà d'appliquer, de vous entraîner. Et ensuite, il y a 2 jours en présentiel. C'est la configuration idéale parce qu'il y a une partie qui permet aux participants de ne pas avoir à se déplacer 2 fois. Alors, on intervient évidemment en intra, on intervient dans les entreprises. Donc, on peut faire cette formation totalement en présentiel, mais on souhaite qu'il y ait une phase d'intercession parce que comme ça, ce n'est pas une formation de 3 jours. C'est une formation d'autant de jours que les personnes vont travailler entre les deux. Une fois qu'on a fait ça, cette premier niveau de formation est uniquement pour observer ce que font les techniques sur soi, mais on n'est pas habilité à prendre en charge un individu ou un collectif. Eh bien, à l'issue, on peut se lancer dans une formation de praticien qui, cette fois-ci, dure 15 jours, 5 fois 3 jours, 5 modules. Et à l'issue de cette formation, on peut éventuellement être certifié praticien top. Est-ce que vous auriez un livre à conseiller sur les tops, Nicolas? Bien sûr, je pense que vous pouvez évidemment vous tourner vers les livres d'Edith Perropierre sur la technique d'optimisation du potentiel. Ça, c'est évidemment la Bible, j'ai envie de dire, l'indispensable. Et à titre au niveau de OMP, comme vous le voyez sous vos yeux, nous avons développé aussi un pôle innovation, surtout dans les supports pédagogiques. Donc, nous pouvons vous proposer de suivre notre formation qui s'appelle Culture Top. Donc, cette fois-ci, c'est une plateforme de e-learning. Donc, c'est en distanciel qui vous apportera les connaissances. Les compétences vont venir se former, mais les connaissances des techniques d'optimisation du potentiel. Et nous commercialisons aussi un jeu de cartes qui peut vous permettre de découvrir l'ensemble des techniques d'optimisation du potentiel. Voilà. Merci Nicolas. Je vous remercie de bien vouloir remplir l'enquête de satisfaction que vous trouverez juste en dessous l'icône concernant le chat. Et nous vous disons à bientôt puisque nous prévoyons un autre webinaire le 28 juin sur l'alimentation cette fois-ci. Merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Au revoir.